suis-moi. Et si je suis pas, suis-moi. Bonjour à tous, bienvenue sur le premier MOOC de sensibilisation au développement de l'enfant que nous avons conçu à l'attention des professionnels de la petite enfance. Ce MOOC s'inscrit dans le plan Ambition Enfance Égalité. Nous sommes toutes les deux co-animatrices du groupe Plan de formation des professionnels de la petite enfance de la région Île-de-France dans le cadre de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté. L'objectif de ce MOOC est d'apporter un premier socle commun de connaissances sur le développement de l'enfant et de générer une culture professionnelle commune. Il s'inscrit dans une dynamique visant à ajuster les pratiques auprès des jeunes enfants et de leurs parents. Il est une introduction aux 7 priorités nationales de formation définies dans le cadre de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre les inégalités, et en particulier des jeunes enfants, soit 1 enfant sur 5 en France. Ce MOOC de 3 heures environ se décompose en 5 modules. Le premier module s'intitule « Les 1000 premiers jours, naître et tisser des liens ». Il traitera des besoins fondamentaux de l'enfant durant ses premiers pas. Le second, jouer et communiquer, portera sur la place du jeu dans le développement de l'enfant et les compétences sociales, base du développement global. Le troisième s'appelle bien vivre le quotidien. Il portera sur les interactions quotidiennes entre l'environnement et le développement de l'enfant. Le quatrième, agir tôt, traitera des facteurs de risque et de protection de l'enfant et des principales vigilances et détections. Le cinquième module, tout un village pour élever un enfant, traitera de l'importance de la communauté éducative dans sa diversité professionnelle. Vous découvrirez que les sujets sont entremêlés et interagissent entre eux. Et d'ailleurs, le passage de relais et les liens sont symbolisés par cette boulette que vous verrez passer de main en main. Vous allez rencontrer et vous allez voyager avec les acteurs de terrain, des scientifiques, des pédagogues, des professionnels. Tous se fédèrent pour vous raconter la grande histoire du développement de l'enfant, nourrir votre curiosité et vous donner le goût d'en explorer chaque facette. Bon MOOC à tous! Quelle place ont les jeunes enfants dans la société française d'aujourd'hui ? En tant que défenseur des enfants, j'ai en charge la défense et la promotion des droits de l'enfant. La Convention internationale des droits de l'enfant a 30 ans. Et pour autant, les droits des enfants restent globalement méconnus et sont régulièrement enfreints. Par exemple, pour 2020, nous avons reçu 2800 saisines, 2800 réclamations concernant ces atteintes aux droits de l'enfant. 7 saisines sur 10 concernent le champ de la protection de l'enfance, mais aussi les discriminations du fait d'une situation de handicap que vit un enfant, les difficultés d'accès à l'éducation, les difficultés d'accès aux activités périscolaires, aux loisirs, les difficultés d'accès aux unités de multi-accueil pour les tout-petits. Par droits fondamentaux, nous entendons, pour que les enfants se construisent, nous entendons le droit à l'éducation, le droit à la santé, le droit à la protection familiale, à la protection sociale, juridique, le droit au jeu, au loisir, à s'exprimer. En fait, cette Convention internationale des droits de l'enfant, elle vient pour la première fois dire que l'enfant devient titulaire de l'ensemble des droits de l'homme dès sa naissance. Mais petit être humain ne veut pas dire petit droit. Bien au contraire, l'enfant a des besoins spécifiques, liés, certes, à sa vulnérabilité, mais le dire comme ça, c'est un peu réducteur, sa vulnérabilité au regard de sa grande capacité d'apprendre, de s'émerveiller, de découvrir et d'être connecté avec le monde. Il est donc ultra dépendant de son environnement, des adultes qui l'entourent, et c'est sans doute dans cette dualité qu'il faut entendre et comprendre ce qu'est l'intérêt supérieur des enfants. Vulnérabilité, grande capacité d'appréhender, d'emmagasiner de l'information. C'est ça, me semble-t-il. Et donc, forcément, comment faire en sorte de respecter les droits des tout-petits, comment faire en sorte d'appréhender l'éducation des tout-petits, eh bien, passe par l'éveil et l'émerveillement. Concomitamment à ce que les professionnels de la puériculture, de l'éducation des jeunes enfants font depuis très nombreuses années, c'est-à-dire prendre soin, respecter les rythmes, prendre soin, cocooner, lever, envelopper les enfants,
Et bien entendu, il y a concomitamment à ça la capacité d'émerveiller, d'éveiller les enfants. Les enfants doivent rencontrer la nature, doivent rencontrer l'autre, et bien avant de rencontrer les écrans. Ça me permet de rebondir du coup sur ma seconde question. Quels moyens pourraient être du coup mis en place aujourd'hui pour recueillir la parole des très jeunes enfants? Eh bien, c'est effectivement ce que je venais de dire, hein, cette capacité à organiser l'éveil comme un contenu éducatif. L'éducation ne commence pas, bien entendu, à partir de l'âge obligatoire de la scolarité. On le voit bien d'ailleurs, les enfants qui ont sans doute cette habitude d'avoir été accueillis, accompagnés, éveillés dans des structures multi-accueil, sont déjà acculturés sans doute un peu plus à l'autre, au groupe, à l'altérité. Donc cet éveil-là me paraît fondamental comme vecteur de l'éducation des tout-petits. Alors peut-être une dernière question. En quoi le respect des droits des enfants constitue le socle global, le socle en tous les cas le plus primordial de leur développement global? Eh bien, votre question me permet effectivement, en parlant des tout-petits, de voir un petit peu le chemin de l'éducation des enfants, et puisque ça revient à dire comment préparons-nous, comment forgeons-nous des futurs adultes capables de discernement, capables de vivre avec et dans le monde et de vivre avec les autres en toute sérénité. Eh bien, cette éducation à l'éveil, ce principe de l'éveil, cette capacité d'organiser l'expression individuelle et collective. Je pourrais prendre l'exemple aussi c'est pas très récent, mais de ce que la pédagogie Freinet mettait en œuvre, c'est-à-dire si vous mettez, prenons l'exemple d'enfants qui arrivent en CP, si vous mettez les enfants les uns derrière les autres, quand ils prennent la parole, ils prennent la parole vis-à-vis avec ce prof, cet institut qui n'est plus maintenant sur une estrade, mais qui quand même incarne cette autorité, avec un manque de confiance parfois en soi, même si on voit bien les enfants qui ont l'habitude déjà, le fait de rougir, etc. Si vous les avez habitués, à s'installer en U, à chaque fois qu'ils prendront la parole, ils la prendront devant tout le monde. C'est-à-dire que ce que je veux dire par là, c'est que l'éducation, en termes de contenu, prenons les droits de l'enfant, concomitamment à l'organisation des moyens d'expression individuelle et collective, les deux vont permettre aux enfants de ne pas avoir de doute sur la capacité à s'exprimer, de maîtriser du contenu et donc de se protéger. Et puis je vais maintenant passer la parole à Madame Cassaudi-Carini et à Madame Vernet. J'ai le plaisir de vous rencontrer. Merci infiniment. Procurer à chaque enfant toutes les chances de se développer dans un environnement favorable permet de lutter contre les inégalités de naissance. C'est la mission de prévention et d'accompagnement des professionnels de la petite enfance. Elle est complexe, mais fascinante, car chaque enfant est unique, avec son histoire, sa culture, son ADN, son environnement quotidien et les récits qui l'entourent. L'enfant est indissociable du monde vivant dans lequel il évolue. Il en résulte un respect et un goût du monde, amer ou sucré selon la manière dont on le présente à l'enfant et dont l'enfant va l'appréhender. Nous le partagerons avec vous. Ces premières expériences vont sculpter son cerveau. En répondant de manière appropriée aux besoins des enfants, leur cerveau va acquérir une tendance à éprouver le bonheur des petites choses plutôt qu'à ressentir l'existence comme une agression. Heureusement, leur cerveau est très plastique. Il se transforme sans cesse selon les expériences sensorielles, affectives et sociales, ainsi que les apprentissages, et ce tout au long de la vie. Nous le percevons déjà. Partager une culture scientifique commune assure une grande cohérence dans l'accompagnement du développement de l'enfant. Nous sommes d'ailleurs tous concernés, des organisations internationales, aux États, aux élus sur nos territoires et à chaque membre de notre société et chaque professionnel de l'enfance. Nous sommes tous, à un moment de notre vie, face à des facteurs de risque. L'isolement, différentes formes de vulnérabilité, les aléas de la vie, les virus. Et notre rôle à chacun, et solidairement,
est de faire en sorte d'équilibrer cette balance et d'offrir à chaque enfant des facteurs de protection pour garantir ses droits et son plein épanouissement. Notre éthique professionnelle rejoint l'intérêt d'agir au plus tôt sur le parcours de tous les enfants que nous accompagnons. À toi, Isabelle, de nous présenter les premiers pas de la vie et quelques éléments du rapport que nous avons coécrit sous la présidence du docteur Boris Cyrulnik. Chez les enfants, tout le monde peut constater que les enfants d'aujourd'hui ne sont pas ceux d'hier. Ils se concentrent difficilement, ils sont plus impulsifs, hyperactifs ou tout mous. On voit une augmentation des troubles neurodéveloppementaux, de l'autisme. On voit aussi une augmentation de la myopie, des défauts de convergence oculaire, des troubles étranges tels que des défauts d'équilibre ou de coordination motrice, visuo-motrice, une hypersensibilité sensorielle, des difficultés d'intégration sensorielle, des troubles anxieux, des troubles du sommeil, des troubles alimentaires, des retards dans la pensée logique. On voit une perte de 25% des capacités cardiaques, une diminution des capacités physiques, un effondrement du tonus musculaire, voilà. Et bien sûr, des crises de rage à la moindre frustration, qu'ils aient 2 ans ou 10, voire 14. Que se passe-t-il? Les épidémiologistes ont mené l'enquête et ont abouti à la mise en évidence du rôle de l'environnement dans les premiers temps de la vie. Les découvertes de l'épigénétique ont bouleversé notre vision de la santé et de la maladie. Avant, on pensait que la génétique déterminait nombre de choses. L'épigénétique est l'étude des mécanismes qui entourent les gènes et qui modifient l'expression de ces gènes. Le débat inné ou acquis est clos. Les gènes sont modulés par l'environnement. Tout cela a abouti à un concept, le DOHAD, Developmental Origin of Health and Adult Disease, l'origine développementale de la santé et des maladies adultes. Eh oui, les causes de toutes ces maladies non transmissibles, les causes des maladies qui se développent à 50 ans, peuvent se situer en période périnatale. Il s'agit alors de repérer les facteurs de risque et les facteurs de protection, faire de la prévention et préparer un avenir meilleur. C'était l'idée de notre rapport. De nombreuses études ont montré que les 1000 premiers jours formaient une fenêtre de vulnérabilité et donc de possibilités de prévention. 1000 jours, c'est un concept, hein. Ça va du 4e mois à 2 ans, mais nous savons que l'environnement de la mère et même celui du père avant la conception ont un impact sur le développement du fœtus, puis du bébé, de l'enfant. Donc, certaines de nos recommandations concernent l'anténatal et s'étendent jusqu'aux 3 ans de l'enfant, l'entrée à l'école. Prévention, accompagnement, maillage. Alors, je vais rebondir sur les 2 premiers mots, prévention et accompagnement. Effectivement, on devient parent et ça commence avant la naissance de l'enfant. Je dirais pendant la grossesse et même avant la grossesse avec le désir d'enfant. L'accompagnement est important pour les familles, pour les parents, pour les aider vraiment à investir ce rôle de parent pour le bien-être de l'enfant. Béatrice, toi qui interviens très vite au domicile des parents quand la grossesse est annoncée, pourrais-tu nous parler un petit peu de ton accompagnement justement? Alors, mon travail, s'effectue exclusivement à domicile du parent ou du couple. Ce qui est intéressant, c'est on se rencontre et on est accueillis chez eux dans leur milieu, avec leurs habitudes. Ils se sentent beaucoup plus à l'aise. C'est pas du tout les mêmes conditions qu'en cabinet. Lors de cette première visite, on réalise un entretien le plus fluide possible, un entretien prénatal qui va permettre d'échanger avec le couple
ou la future mère sur leurs émotions, sur les projets avec l'arrivée du bébé, leur environnement et leur histoire personnelle et de couple. Ce qui permettra, surtout avec tous ces éléments, de construire un maillage important autour du couple, un maillage qui sera, comment dire, symbolisé par les relations familiales, amicales, qui entourent ce couple et ce futur bébé, et voir avec les professionnels quand les maillons familiaux et environnementaux sont manquants. Voilà. Et prendre pendant ce temps d'entretien et au cours de l'accompagnement pendant la grossesse, lors de mes visites, il est toujours intéressant de prendre le temps d'écouter la future mère et aussi son ou sa conjointe, leur laisser le temps de s'exprimer pour mieux les rassurer par rapport à leurs interrogations, leurs angoisses parfois, les accompagner au mieux possible, les orienter s'il le faut vers des partenaires plus spécialisés et cheminer avec eux jusqu'au moment de la naissance et préparer aussi l'après la naissance lorsqu'ils seront 3. L'entretien prénatal est important et c'est un temps précieux pour donner le temps à la parole, pour mieux consolider le projet d'enfant. Alors justement, quand effectivement tu le disais, quand il n'y a pas d'entourage familial, pas d'entourage amical ou social, n'est-ce pas encore plus difficile justement pour composer cette famille, cette future famille? Il va falloir à ce moment-là tisser un lien de confiance quand vraiment la future mère ou le couple sont vraiment très isolés. Avec ce lien de confiance, donc avec moi en l'occurrence, il va falloir aussi chercher à trouver d'autres maillons, donc d'où les partenaires, présenter le couple à d'autres professionnels tels que la puéricultrice qu'on présentera pendant le temps de la grossesse, et faire relais pour après la naissance. Il paraît essentiel de faire du maillage Oui, autour de tout à cette fait, famille tout à fait, c'est pour important. aussi que tous les professionnels aient un langage commun, Mm. que la famille puisse se retrouver. Et une autre question qui me vient, au niveau du fœtus, est-ce qu'ils ont toujours conscience de la vie de ce fœtus, de l'important aussi d'accompagner ce fœtus, de lui parler, de lui lire des histoires, de lui chanter des chansons? Est-ce que ça, c'est une évidence dans toutes ces familles? Alors, non, pas on peut dire que ce soit une évidence, mais peut-être avec les réseaux sociaux, il c'est peut-être un petit peu, je trouve, une amélioration quand même de la sensibilité vis-à-vis de la perception du fœtus. Mais nous, en tant que professionnels, on est là aussi pour les aider, les guider à stimuler, à rassurer ce fœtus et à préparer un cocon, un berceau chaleureux et rassurant et favoriser un climat sécure déjà pendant la grossesse au niveau du couple. Surtout aussi donner la parole au père ou au deuxième parent, ce qui est important parce que moi qui ai travaillé en structure hospitalière où il fallait être assez rapide au niveau des examens cliniques, le fait d'être en consultation PMI où on a un peu plus le temps, il faut aussi penser à donner le temps donner le temps au deuxième parent, le laisser s'exprimer sur son histoire, sur son vécu, sur ses inquiétudes, sur ses questionnements, sur sa position de deuxième parent vis-à-vis de ce petit bébé. Et, entendre ses questionnements, entendre les fêlures aussi peut-être du passé, et aussi essayer de lui donner des conseils sur sa posture, sur sa position de parent, le rassurer. Voilà, tout va passer dans un feeling, un lien de confiance. Et c'est surtout après à remailler avec les autres professionnels. Alors effectivement, donc je note le temps, prendre le temps de les écouter, prendre le temps de faire des choses, mettre dans une relation de confiance qui va accompagner la famille
et du coup qui va faciliter aussi, gérer le maillage avec les autres professionnels et l'intervention des autres professionnels. Moi, je prends le relais à la naissance du bébé. Les mamans sont vues en maternité et on leur propose après le suivi à domicile, l'accompagnement par rapport à l'allaitement également. Et on continue ce qui a déjà été amorcé en anténatal. On répond aux questions parce que le bébé est arrivé, donc il y a d'autres questions qui se posent et les parents ont besoin de réponses et quand l'accompagnement familial n'est pas toujours là, on a un rôle capital. Donc je suppose que vous faites aussi au départ une visite à 2 pour justement, passer le relais, que les parents ils puissent que cette confiance qu'ils ont mis en Béatrice puisse aussi je dirais se transmettre, passer le relais à toi Sabrina. Oui, on fait des visites communes, donc la puéricultrice va en anténatal avec la sage-femme ou parfois la sage-femme nous fait le lien et on va voir la maman, la nouvelle maman qui a entendu parler de nous. Oui. Est-ce qu'il y a des difficultés où vous avez des familles qui vraiment adhèrent difficilement ou n'ont pas forcément la notion de, je dirais, de la prévention à avoir? Est-ce que, je dirais par rapport aux addictions, est-ce que vous rencontrez des difficultés par rapport à ça, par rapport au fait de les mettre en garde? Euh, Alors, moi personnellement, quand j'interviens, je pose toujours la question du tabac, de la consommation d'alcool ou de stupéfiants également. Je ne suis pas là pour juger, je suis là pour informer. Après, les parents, voilà, c'est toujours mieux quand on est informé. Et si les parents ne se sentent pas jugés, c'est toujours un plus parce qu'ils nous font confiance. Notamment, enfin moi, pour ma part, le bébé qui va dormir avec ses parents, c'est impératif de parler du problème de tabac. Donc, sans les juger, je leur donne la bonne information. Et souvent, les parents ne savent pas ou n'ont pas mesuré l'importance et la gravité et ils réfléchissent ou modifient leur façon de faire. Écoutez, je vous remercie beaucoup toutes les 2 de votre témoignage. On va renvoyer la boulette. Prochain. C'est le mot lien. Ah, intéressant. Alors, le mot lien pour toi, Marie-Iris, ça t'évoque quoi? Bah pour moi, le mot lien, dans la petite enfance, ça m'évoque surtout l'attachement, enfin la théorie de l'attachement en tout cas, et ce lien qui existe entre un enfant, un tout petit, et la personne qui prend soin de lui. Mais en réalité, Delphine, qu'est-ce que c'est l'attachement? L'attachement est primordial dans la petite enfance. On en parle beaucoup en ce moment et c'est une bonne chose. En fait, ça se rapporte au lien émotionnel que l'enfant tisse avec les adultes, l'adulte ou les adultes qui prennent soin de lui. Ce lien favorise la proximité de l'enfant avec ses figures adultes qu'il a dans son entourage. Donc, les figures primaires sont les parents et puis les figures secondaires, les autres adultes qui gravitent autour, la famille, les professionnels en particulier, afin d'obtenir un sentiment de sécurité face à tout ce qui génère du stress. Et ce stress peut provenir de facteurs internes, la douleur, la fatigue, la faim, ou externes liés à l'environnement, la présence d'étrangers, la solitude, l'absence de sa figure d'attachement, justement. Donc, l'attachement qui se réfère au lien émotionnel entre l'enfant et son parent ou son principal dispenseur de soins, c'est l'ensemble des interactions émotionnelles et comportementales se développant au fil du temps, particulièrement dans les situations où l'enfant exprime un besoin d'attention, de réconfort, de soutien
ou de sécurité. Et la qualité de l'attachement, qui est aussi essentielle, c'est la capacité de l'adulte, donc pour les professionnels de la petite enfance, du professionnel, à percevoir, interpréter, à réagir promptement aux besoins de l'enfant. Donc ce lien, il est tissé, donc j'ai pris en exemple un foulard, et plus l'adulte répond aux besoins, plus les liens se resserrent, et donc l'enfant se sent en sécurité parce que là, on voit bien, ça tient bien. Alors que si les liens n'est pas tellement serré, eh ben, on voit bien que là, le foulard, c'est moins solide. Donc, le professionnel, l'adulte, la figure d'attachement, elle vient pour renforcer ces liens et serrer comme ça pour que l'enfant soit bien en sécurité autour de tous ces liens émotionnels. Donc en fait, Et alors, oui, dis-moi. si je comprends, si je comprends bien, c'est vraiment ce qui va permettre à l'enfant d'aller explorer de manière sécurisante son environnement. Et donc, bah, le fait de pouvoir explorer son environnement et tout son développement, ça va vraiment être un socle en fait pour le développement global de l'enfant, si je comprends bien. Exactement. Donc, du coup, par rapport à son développement global de l'enfant, qu'est-ce que tu pourrais nous en dire, toi, Marie-Iris? Bah, si j'ai bien compris, ça va lui permettre de pouvoir vraiment se dire qu'il peut se compter sur l'adulte pour pouvoir se développer, donc réguler ses émotions, explorer son environnement, optimiser son développement cérébral parce qu'il sait qu'il y aura toujours quelqu'un pour prendre soin de lui. Et puis, ça va permettre de favoriser l'adoption de comportements sociaux positifs et donc, derrière, des développements de relations sécurisantes positives. Et donc une meilleure aussi inclusion dans la société. Donc finalement, être bien attaché, c'est pas si mal. C'est un bon départ et ça permet vraiment de s'ancrer. Et le mot socle est important, effectivement. Tout à fait. Et c'est pourquoi dans la vie, ce lien est important dans la vie de l'enfant, dans sa construction. Et pourquoi pour un professionnel de la petite enfance, c'est important de bien le mettre en place et de favoriser sa qualité. Bah, c'est vrai qu'en tant que professionnel, nous sommes garants de la sécurité physique, psychique et morale de l'enfant. Et donc, en devenant une figure d'attachement, alors pas primaire, parce que la figure d'attachement primaire, ce sont le plus souvent les parents, mais en tant que figure d'attachement secondaire, on va venir vraiment contribuer à garantir sa sécurité psychique. Exactement. Exactement. Et pour que ces relations s'enracinent, il est important qu'elles soient dans un contexte chaleureux, sensible et attentif pour que voilà, le professionnel s'ouvre et soit vraiment dans cette optique-là. Alors, comment on fait, par exemple, pour mettre en place ces relations? Ça va ça va vraiment être prendre le temps avec l'enfant pour apprendre à mieux nous connaître, à se familiariser avec le nouvel environnement qui est le lieu d'accueil de l'enfant, que ce soit dans une collectivité ou à la maison de l'assistante maternelle. Ça peut être lors des émotions intenses que peut vivre l'enfant et qu'il n'est pas dans la capacité de pouvoir réguler parce qu'il est immature d'un point de vue cérébral. Ça va être aussi être présent en tant qu'adulte pour pouvoir le soutenir dans ses tempêtes émotionnelles en lui parlant doucement, en lui offrant son doudou, en lui offrant les bras, les câlins, etc. pour vraiment contribuer à devenir cette figure d'attachement secondaire qui est en fait essentielle pour son développement. Ce qui vient appuyer ce que nous disent les neurosciences sur l'immaturité cérébrale du cerveau par rapport au cerveau limbique et au cortex orbitofrontal. Et puis, tout à l'heure, tu parlais d'environnement, sur l'impact de l'épigénétique aussi, où aujourd'hui, on sait que l'épigénétique impacte à plus de 80% sur le développement de l'enfant. Effectivement, il y a l'environnement, il y a les émotions, la présence, l'encadrement pour les émotions, et puis peut-être, par exemple, je dirais aussi proposer un rituel de séparation du matin, l'enfant va passer de sa figure d'attachement primaire à sa figure d'attachement secondaire. Donc, bien renforcer cette liaison entre les adultes, puisque c'est une relation tripartite avec l'enfant, le parent et le professionnel, pour que la transition se passe au mieux. Et donc là, on a, voilà, prendre un temps de qualité, c'est ce que tu disais tout à l'heure, entre les professionnels de la petite enfance, afin de construire ce lien de confiance primordial pour l'enfant, le socle dont tu parlais tout à l'heure.
Donc vraiment, l'attachement, c'est vraiment un lien essentiel vraiment pour l'enfant, pour toutes les dimensions de son développement, pour vraiment accompagner l'enfant dans ses besoins et avoir des réponses cohérentes à ses besoins aussi en tant qu'adulte. La relation d'attachement peut se symboliser aussi à travers ce dessin de la libellule et du nénuphar. La libellule est comme l'enfant. Il peut un jour vivre un stress particulier, une situation qu'il n'arrive pas à maîtriser, une émotion qu'il n'arrive pas à contrôler. Il a donc besoin de se poser sur le nénuphar qui représente la figure d'attachement et qui est ancré dans le sol et qui, même s'il y a du vent, même s'il y a des remous, reste bien ancré dans la terre. Et en se posant sur ce nénuphar, l'enfant va pouvoir remplir son réservoir d'amour, va pouvoir trouver des réponses à ses besoins et ensuite repartir, explorer le monde tout en étant sécurisé par la présence et de sa figure d'attachement. Merci Delphine. Merci à toi Marie-Iris. Allez, je passe maintenant la parole à la suite. Bon, accueil et singularité. Dans un premier temps, je reçois toutes les familles de manière individuelle pour échanger vraiment sur leurs demandes, sur leurs besoins, sur leur vie, s'ils ont des choses à me raconter. Je prends vraiment du temps pour dégrossir ce qu'ils attendent de nous. Et à la suite de ça, je les oriente vers l'équipe avec un regard déjà au départ de la personne qui pourrait les accompagner. Christophe va vous expliquer la suite. Donc, par rapport à ça, on met en place en fait une personne qui va être disponible au moment du premier accueil de l'enfant, donc avec son parent. Donc on essaye d'être un peu dans le miroir, donc par rapport aux propos et en concertation avec Cécile par rapport à ce qu'elle a pu ressentir sur le premier entretien. On met, si c'est quelqu'un de très stressé, on sait déjà qu'on va avoir une personne à rassurer, donc on va mettre aussi une personne beaucoup plus à l'écoute dans la sensibilité par rapport aux personnalités chacun de l'équipe. Donc la famille arrive au sein de la structure avec son enfant. En fait, on la laisse arriver, on la laisse s'investir dans la structure, dans le groupe. Donc si on était aujourd'hui en motricité, elle serait avec son enfant en train de participer à l'atelier de motricité. Par rapport à ça, la personne qu'on a désignée va y aller progressivement et profiter en fait des interactions et des choses que l'enfant va faire avec son parent pour rentrer dans cette relation et en même temps de pouvoir prendre les renseignements nécessaires pour la prise en charge de l'enfant futur. Nous, au niveau de l'équipe, on fait un regard croisé, c'est-à-dire que là, il y a un autre professionnel qui est détaché un peu et un peu plus disponible, de façon aussi à observer l'enfant et le parent ou les parents, parce qu'on ne limite pas à un seul parent, on prend l'enfant et sa famille. Donc par rapport à ça, on met en place, et là c'est là où on peut prendre différemment. C'est-à-dire qu'en fait on reste que dans du cas par cas, c'est-à-dire qu'en fait on va mettre en place une adaptation, mais avant de passer à cette adaptation, on va laisser la famille dans la structure, prendre possession de la structure, et aussi prendre des repères de façon à préparer la future séparation. Mais dans cette future séparation, s'il faut que la famille revienne plusieurs fois pour rester auprès de l'équipe, ça leur permet aussi de voir comment on travaille, comment on est auprès des enfants. La petite Sophia étreint sa maman de toutes ses forces. Elle resterait blottie dans ses bras. Le matin, c'est un défi pour elle de quitter sa mère. Comment adoucir la séparation du matin ? Viens, on va aller la voir. L'éducatrice remarque la tristesse de Sophia et prend le relais pour lui offrir du réconfort. Un contact régulier et chaleureux entre les parents et le personnel éducateur permet de discuter de moyens et de stratégies pour s'assurer du bien-être de l'enfant. Les parents de Sophia, en collaboration avec l'éducatrice, ont développé un petit rituel rassurant. Bye, bonne journée. Tous les matins, Sophia salue sa mère de l'autre côté de la clôture. L'éducatrice reconnaît le défi de Sophia et l'aide à se séparer de sa maman. Pour les prochaines minutes, elle restera à proximité de celle-ci en lui parlant doucement pour la réconforter et faciliter la transition vers le jeu. Sans brusquer les choses, elle s'approche des autres enfants du groupe.
et donne le temps nécessaire à Sophia pour s'acclimater. Sophia ne pense plus à la séparation. Et c'est ce qu'on essaye, et c'est vrai qu'on ne veut pas être non plus un peu des robots. C'est que chaque arrivée d'enfant est différente, et chaque famille est différente. Donc c'est ce qu'on essaye aussi, nous en tant que professionnels, d'avoir vraiment d'avoir quelque chose au cas par cas et être vraiment dans du différencié. C'est ce que nous on recherche aussi dans notre pratique. Et de toute manière, pour que ça se passe bien pour tout le monde, il faut que la confiance soit instaurée autour des 3 axes: parents, enfants et professionnels. Et c'est vraiment important que le professionnel ait aussi confiance aux parents, que le parent ait confiance aux professionnels, et que l'enfant, au milieu de tout ça, se rende compte que c'est une deuxième famille, entre guillemets, qui s'instaure autour de lui pour justement pouvoir le laisser grandir à son rythme. Gabriel vient à la crèche pour la première fois. Il doit apprivoiser son nouvel environnement, ainsi que Céline, sa nouvelle éducatrice. Comment aider Gabriel à tisser un lien avec cette nouvelle personne? En restant avec lui et en le gardant dans ses bras, sa maman facilite ce premier contact. Céline parle à Gabriel, lui sourit et lui tend les bras. Sa mère étant tout près, Gabriel accepte l'invitation. Céline joue et rit avec lui, ce qui contribue à créer ce lien entre eux. On permet aussi, les équipes se réunissent de manière très régulière, ensemble, pour parler vraiment de tout et ouvrir leurs idées et pouvoir trouver des solutions autour des familles. Et il y a vraiment cet échange qui est primordial pour que l'équipe soit vraiment en cohésion et en cohérence et pouvoir améliorer nos pratiques envers ces familles, et se réunissent une fois tous les 15 jours, alors pas très très longtemps, une petite heure, mais ça permet vraiment de pouvoir échanger à cœur ouvert sur tout ce qu'ils vivent et pouvoir harmoniser et faire en sorte que toutes les familles se sentent bien. Et c'est grâce à ce temps-là qu'on a pu réfléchir, améliorer. Alors on est encore en cours d'amélioration, hein. Rien n'est figé parce que voilà, on aura toujours des choses à améliorer. Donc c'est surtout ça qui fait que c'est enrichissant, et c'est ce qu'on attend en fait de toutes ces rencontres. Et ce mélange des cultures et d'éducation, de toute manière, est très enrichissant pour tous les enfants, et aussi pour l'équipe, parce qu'on rencontre plein de choses, et ça nous permet aussi de pouvoir harmoniser les pratiques en fonction de ce que l'enfant vit chez lui, parce que c'est pas la même chose que dans l'autre famille, et c'est très enrichissant pour toutes les familles et pour tous les enfants de pouvoir grandir dans un univers avec plein de personnalités différentes. C'est surtout un temps où on essaie aussi de croiser nos regards et aussi nos savoirs, et qui nous permet en fait d'avoir une vision des fois différente de la situation, parce qu'on est positionné à un autre endroit, et voilà. Vous avez raison, en fait, il y a quelque chose de passionnant dans la rencontre à l'autre, mais il y a aussi quelque chose de très exigeant. Ça exige beaucoup de nous-mêmes, de notre mobilisation à être au travail, de cette capacité d'adaptation, de cette écoute très fine, très bienveillante, de l'observation, vous nous l'avez dit, et puis également, vous disiez, on s'améliore toujours. Mais je crois qu'en fait, votre projet, il ne peut pas être autrement, parce qu'en fait, vous êtes sur du vivant. Et si être sur du vivant, ça veut dire continuer à s'adapter la vie, les histoires que vous rencontrez, les enfants que vous rencontrez et qui vous rencontrent. Donc là, il y a quelque chose de très vivant, de très dynamique. Donc votre projet, il y a une base, qui est des fois très difficile aussi. Oui, bien sûr. C'est pour ça que je disais qu'il y a quelque chose aussi de très exigeant en fait dans ce projet. Il est ô combien passionnant, mais en même temps, il exige réflexion, réflexivité, du temps et d'être dans une dynamique. Tout à l'heure, dans une aparté, vous avez dit que c'est un beau challenge. Le challenge, il est dans quelque chose d'exigeant, de dynamique, mais en même temps de passionnant. Il n'y a pas de souci. Ah bon? Suis-moi, là où je sais où, suis-moi. Et si je suis pas, suis-moi, là où niche les bouts. Suis-moi, on y est ou presque, suis-moi, là où rien ne presse, suis-moi, et v'là que nous y voilà. Ta-da.
question et qu'on ose ouvrir enfin les bras. C'est si bon quand on se perd sans ces espèces de repères qui nous repèrent même pas. Spam, c'est si bon quand on se spam d'être si beau ici bas. Bonjour et bienvenue. Je m'appelle Caroline et je vous retrouverai à la fin de chaque module de ce MOOC pour un temps de respiration, un temps pour vous. L'objectif est simplement de prendre un moment pour vous recentrer et pour revenir dans votre respiration, vous reconnecter aux sensations dans votre corps. Pour aujourd'hui, je vous propose de commencer par vous installer confortablement sur un siège, au sol, sur un fauteuil ou sur un canapé. Tous vos pieds sont posés, vos mains sont également déposées là où vous le souhaitez. Et je vais vous demander de garder le dos alerte, droit, une posture digne. Donc vous pouvez détendre les épaules et puis comme si vous étiez suspendu par un fil à partir du sommet du crâne. Et vous pouvez fermer les yeux si vous le souhaitez ou avoir le regard qui va vers le bas. Moi, je vais garder les yeux ouverts pour vous accompagner. Vous pouvez inspirer, puis expirer. Connectez-vous à ce qui se passe dans votre corps sur cette inspiration et sur l'expiration également. Vous pouvez ressentir la respiration au niveau du ventre qui se gonfle sur l'inspire et se dégonfle sur l'expire. Au niveau de la poitrine également, qui s'élargit sur l'inspire et se referme sur l'expire. Ou bien encore au niveau des narines, du nez, avec de l'air frais qui rentre sur l'inspire et de l'air plus chaud qui ressort sur l'expire. Quand vous le souhaitez, vous pourrez revenir ici et maintenant en ouvrant les yeux. Et nous nous retrouverons à la fin du prochain module. À tout à l'heure. Suis-moi, là où je sais où, suis-moi. Et si je suis pas, suis-moi.